Bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, je m'appelle déjà François Declercq. Je suis administrateur donc, à l'association des Centraliens de Marseille. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui, au nom de l'association, de vous accueillir à la fois en distanciel dans ce webinaire et à la fois en physique. Ici, il y a des participants donc, à l'IESF dans les locaux qui sont près de l'Arc de Triomphe à Paris. Donc, c'est une conférence d'actualité. À l'heure où nous parlons de dérèglement climatique, de transition énergétique et puis de menaces sur la biodiversité. Donc, notre conférencière ce soir est Nathalie Piriou-Deslandes, qui est diplômée de l'école centrale Marseille de 1988, promo 1988. Elle a une large expérience professionnelle, à la fois en France et à l'étranger, au Canada et aux USA. Et donc, elle est la fondatrice de Act for Global Impact. Et donc, elle va vous présenter aujourd'hui ce que sa société, ce que son nouvel outil seront capables de faire pour essayer de progresser dans les objectifs de développement durable. Voilà, Nathalie, je te laisse la parole. Très bien, donc je vais partager mon écran. Voilà. Donc, merci effectivement à François de m'avoir invité à faire cette présentation. Ma conférence s'intitule Un monde de renouveau ouvert à tous, parce que c'est vraiment dans une démarche positive et constructive que j'ai démarré les travaux dont je vais vous faire la démonstration ce soir. Parce que l'idée, c'est effectivement d'aider les entreprises à se métamorphoser, à prendre en compte les enjeux globaux et les contraintes dont vient parler de François, pour passer dans un nouveau monde en étant vraiment dans un esprit très constructif et très positif, parce qu'il y a des raisons à la fois d'espérer et de créer vraiment un monde plus inclusif et plus égalitaire. Alors, je vais vous rappeler en quelques mots le contexte, rapidement. Donc, tout le monde est bien au courant maintenant, effectivement, suite à tous les rapports du GIEC. Là, c'est un diagramme que j'ai repris des dernières conclusions du GIEC, de ces travaux là, qui ont été publiés au printemps dernier, qui nous montrent qu'effectivement, on est dans un moment totalement incroyable de l'histoire de l'humanité, parce qu'on est vraiment à l'aube d'une transition nécessaire, obligatoire, avec des trajectoires qui sont plus ou moins vertueuses. Là, il présente un schéma où en fait la trajectoire verte peut nous permettre de rester de nous contenir en deçà de 1,5 degré, qui est la base des accords de Paris, sachant que on est déjà aujourd'hui, c'est pas un problème du futur, puisqu'on y est déjà, on l'a vécu de plus en plus dans notre chair avec ce qu'on a vécu cet été en termes de sécheresse dans certains endroits, ou au contraire d'inondations vraiment de façon catastrophique l'année dernière en Allemagne, cette année au Pakistan, etc. Donc on voit bien qu'on est dans un moment où la fenêtre de tir, effectivement, pour agir, pour changer les trajectoires, s'amenuise, et que ce dérèglement climatique conduit effectivement à des phénomènes météorologiques intenses, qui posent même la question, en fait, sur certains territoires, de savoir si les activités vont pouvoir être conservées, et déjà si les assurances vont pouvoir continuer à assurer les infrastructures, etc. Là, je reprends les termes utilisés très récemment par Pascal Demerger de l'assurance La Maïf, qui nous dit que la sécheresse, il y a une quinzaine d'années, coûtait 100 millions d'euros. Alors, j'imagine que c'est sur l'échelle de la France. Il y a 5 ans, c'était 200 millions d'euros. Et cette année, qui n'est pas terminée, et on sait que la sécheresse peut avoir des effets plus long terme, c'est déjà 700 millions d'euros. Donc, on est dans des phénomènes d'exponentiel à tout va, de tous les côtés, climatique, pollution, franchissement des limites planétaires. Et ce que nous montre le GIEC dans ce diagramme, qui est assez synthétique, c'est que un outil existe qui permet de rentrer dans cette systémie, ce sont les ODD, les objectifs de développement durable. Et notre méthodologie se fonde sur cette grille d'analyse.
Alors, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas entendu parler des ODD encore aujourd'hui. Bon, les ODD se déclinent en 17 objectifs de développement durable. Ils ont été créés par l'ONU en 2015, à peu près au moment de tous les travaux qui ont mené aux accords de Paris. Et c'est une grille d'analyse universelle, puisqu'elle a été signée par 193 pays. C'est totalement inédit, hein, c'est la première fois que ça arrive. Et l'idée, c'est de travailler avec cette grille d'analyse pour essayer de protéger. Alors, la planète, c'est pas comme ça que je préfère le dire, c'est de garder une planète habitable, d'assurer l'habitabilité de la planète pour nous autres humains. Et donc, essayer de faire en sorte que la planète reste un système qui soit en paix et où on peut encore vivre avec une certaine prospérité. Ensuite, la situation, on la connaît tous, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'approche actuelle des entreprises, elles ont été habituées pendant des décennies à raisonner sur leur périmètre, à se fixer des objectifs essentiellement à court terme ou moyen terme, mais juste principalement pour viser une rentabilité pour leur compte, mais sans tenir compte de toutes les externalités négatives qu'elles pouvaient générer. Or, aujourd'hui, au-delà du dérèglement climatique dont on a parlé, il y a un risque, un péril encore plus grand, qui est effectivement la perte de biodiversité. Et on est averti, hein, là je montrais la trajectoire donnée par le GIEC, mais le Club de Rome, Midose, ça a 50 ans, c'était en 1972. Les biologistes nous alertent depuis des lustres sur ces risques majeurs que nous encourons en termes de perte de biodiversité, mais désormais aussi les économistes en prennent conscience, et pas des moindres, tels le professeur Sir Partha Daguspa, qui est un grand professeur d'économie à Oxford, qui déclarait l'année dernière dans un rapport le monde est mis en danger extrême par l'incapacité de l'économie à prendre en compte l'épuisement rapide du monde naturel. Parce que si effectivement la biodiversité s'effondre, tous les systèmes écosystémiques qu'elle nous rendent vont s'effondrer et la majorité de nos façon ordonnée et rigoureuse dans cette métamorphose, c'est d'encadrer toute son analyse et la décision de prendre des plans d'amélioration, d'atténuation, soit encadrée par les ODD qui permettent justement de fixer les limites à notre système. Et les entreprises, maintenant, doivent répondre à ces enjeux globaux. Donc, moi, toute ma réflexion a été de dire comment on amène les entreprises qui ont été habituées à ne raisonner que sur leur périmètre, qui sont rivées à des objectifs opérationnels à très, très court terme. Comment aujourd'hui, alors qu'on est face à un mur, hein, parce que tout ce qu'on vient d'évoquer là, ça montre qu'on est dans des dangers, enfin dans des zones de danger de plus en plus imminents. Comment fait-on pour amener les entreprises à embrasser, à appréhender ces enjeux globaux de façon pragmatique? Et donc, il m'est apparu en fait que l'analyse qui paraissait la plus appropriée, c'était en fait d'essayer de rendre tangible la grille des ODD. Fleurir de partout, parce qu'en même temps, on est à un moment de l'histoire où il y a un boom de technologie, on a un boom de créativité de tous les côtés. Comment faire en fait pour que toute cette créativité soit concentrée, décryptée et mise à la portée des entreprises en fait. Et la seule façon de faire ça et de rentrer dans la systémie, c'est en fait au travers d'une base de données. On a un annuaire de plus de 1300 acteurs qui sont déjà engagés dans la transition écologique et qui montrent la voie. Ce donut représente en fait la systémie et la représentativité des solutions dans la base de données. Donc, on voit bien qu'en fait, on couvre tous les aspects des ODD et surtout, on les rend visibles, en fait. Donc, ici, c'est juste un exemple, en fait. Donc, la base de données comprend plusieurs écrans de recherche, etc. On peut l'interroger par des mots-clés, par différents champs. Là, ici, c'est un champ de recherche assez sommaire, où en fait, on peut, avec un mot-clé, tester en fait les solutions qui sont en rapport avec, par exemple, ici, coquille. Donc, on va voir, on ira tout à l'heure sur le portail et on verra que ça ressort. Donc, en fait, là, ça fait quelque temps déjà qu'on présente cet outil, etc., et qu'on commence à montrer aux entreprises comment elles peuvent gagner en accompagnement avec cet outil. Donc, ce qui ressort, en fait,
des bénéfices ressentis par nos clients, c'est effectivement que c'est une démarche qui permet de découvrir, d'apprendre. Souvent, on associe ça à un Wikipédia de la RSE, mais en fait, c'est un réseau social apprenant, c'est-à-dire que effectivement, vous interrogez une problématique et vous allez voir en fait toutes les solutions qui ont déjà apporté des solutions à cette problématique. Se mesurer, ça c'est un benchmark automatique en fait des meilleures pratiques mondiales sur les différentes problématiques rencontrées. Ça peut servir de source d'inspiration incroyable en fait. Ça permet de se relier effectivement à un écosystème de partenaires qui sont recensés, qui sont analysés et pour lesquels aussi on voit les partenariats déjà noués. C'est un outil aussi de formation incroyable pour les équipes, parce que tout le travail qui est fait au niveau de l'entreprise, c'est de réunir des équipes pluridisciplinaires et de leur donner les moyens, effectivement, de se poser des vraies questions, de rentrer dans des débats sur des problématiques qu'ils doivent tester. Et là, on n'est plus dans les discours, parce qu'à chaque fois qu'on a une problématique, on peut aller chercher des exemples concrets. Et bien sûr, c'est une source d'innovation incroyable, parce que vous avez vraiment de la créativité tout azimut et internationale, en fait, parce que je vous montrerai, c'est à peu près à 75% en focus sur la France, mais il y a un quart de solutions qui concernent d'autres pays. Parce que les bonnes idées, elles sont partout et elles sont en train de fleurir vraiment de tous côtés, en fait. Alors, donc après, l'idée aussi, c'est de pouvoir mettre à l'échelle, c'est-à-dire qu'une bonne idée qui est quelque part, de pouvoir la transposer et de la répandre, de la propager dans le maximum de territoires. Et au final, c'est vraiment aussi circulaire parce qu'une fois qu'on rentre dans cette démarche et que soi-même, on devient promoteur de nouveaux process, de nouvelles idées qui peuvent servir au bien commun, et ben à ce moment-là, on peut se promouvoir au travers du portail et aussi de venir aussi disséminer aussi son savoir et son savoir-faire. Alors, je vais d'abord aller un petit peu sur le portail pour vous montrer. Donc, le portail, il se présente. Alors, il y a un accès freemium, donc vous pouvez déjà tester le premier niveau d'écran de recherche où vous allez pouvoir tester, par exemple, ce que j'ai appelé les enjeux de sustainabilité. Il y a à peu près une centaine de thématiques. Donc, vous pouvez interroger et à ce moment-là, ça vous sortira des solutions. Il y a les ODD, il y a les sous-cibles, etc. Et si vous connaissez une compagnie, vous pouvez voir les solutions qui sont enregistrées dans le portail. L'idée aussi, c'est de travailler en fait sur toute la chaîne de valeur. Donc, on va avoir des solutions on va voir l'intérêt tant en amont pour ses fournisseurs que pour ses clients. On travaille sur différents secteurs industriels et les secteurs, ils sont pas catégorisés au départ, c'est vraiment de la systémie parce qu'il peut y avoir une solution dans le secteur agricole, mais qui concerne aussi la chimie verte. Donc, l'idée, c'est d'assembler avec des mots-clés à chaque fois. Je passe rapidement en revue sur la partie, vous avez ici la partie représentativité à l'international des organisations. Donc, il y a plus de 1300 acteurs. Il y en a à peu près 800 sur la France. Et après, le reste, vous voyez, les États-Unis, mais vous avez des pays d'Afrique, etc. aussi. Donc, si vous voulez bien, on peut partir d'ici et tester, par exemple, un mot-clé. Je vais choisir une matière qu'on connaît bien, Arnaud et moi, qui est le... Par contre, j'ai perdu Internet, voilà, dans l'affaire. Pas de connexion. Bon, très bien. 14 réponses. Et alors, sur la gauche, vous avez, donc une fois que vous avez un listing, vous avez différents filtres, en fait, qui permettent à chaque fois d'affiner votre requête, en fait. Donc là, vous avez les soucis, vous avez le secteur industriel dont je vous parlais, vous avez les ODD, vous avez les cibles de collaboration, c'est-à-dire voilà, avec qui vous voulez travailler en amont, en aval, avec cette solution, des champs d'application, parce qu'une solution peut être développée pour une application à l'instant T, mais pour être transposable à d'autres secteurs d'activité. Vous avez bien entendu des mots-clés, vous avez le type d'organisation et vous avez le degré de maturité de la solution. Après, je vais en ouvrir une pour vous montrer comment est structurée la notice.
C'est un peu lent, Internet. Voilà. Donc, à chaque fois, pour chaque solution, vous avez bien entendu l'analyse faite par rapport aux ODD. Donc, vous avez la vignette ODD qui s'affiche, bien entendu. Vous avez les champs d'action de l'ONU, en fait, qui sont un composite des différents ODD. Par exemple, quand on parle de gouvernance, on parle de l'ODD 7 qui a trait à l'énergie, de l'ODD 9 qui a trait à l'innovation, de l'ODD 13 qui a trait au changement climatique et de l'ODD 17 qui est tout ce qui concerne les partenariats. Et au-delà de cette analyse ODD, vous avez aussi l'analyse par sous-cible. Et donc, moi ici, je ne vais pas le faire, mais en cliquant, vous pouvez aller sur une autre base de données qui va vous donner la définition sous-cible et d'autres illustrations, le côté très pratique. Et parce que les gens aujourd'hui ne savent pas comment rentrer dans les ODD, en fait. Donc, ici, vous avez bien entendu, ce qui est intéressant dans la base aussi, c'est de voir qu'une solution, souvent, elle est le fruit de plusieurs acteurs, en fait. Ce sont des coalitions d'acteurs qui nouent des liens, des partenariats et qui permettent de développer de nouveaux process, de nouvelles façons de faire, de nouveaux business models, etc. Donc ici, vous avez l'interface dont je vous ai parlé au départ, donc les différents enjeux, à quoi la solution répond. Donc ici, c'est de la bioéconomie, climatisation, parce qu'en utilisant de l'argile, en fait, c'est une start-up qui utilise, plutôt que de faire du béton, en fait, à développer un système pour faire des briques en argile crue et qui ont des vertus vraiment très, très importantes en termes de décarbonation, effectivement, de la construction déjà aussi, mais en termes de climatisation, parce que l'argile est un matériau perspirant. Donc, en fait, l'humidité circule dans les murs et donc, il y a moins besoin de climatisation. Donc, on gagne en économie d'énergie. C'est toutes ces interactions-là qu'on peut, du coup, toucher du doigt, en fait, et qui, sinon, ne sont pas visibles. Donc, on réduit les déchets, puisqu'en fait, l'argile en question peut provenir de chantiers de terre excavée. Donc, c'est de l'économie circulaire. Et ça séquestre du carbone aussi, parce que du coup, c'est de la terre donc, qui est figée dans des bâtiments. Donc, du coup, ça permet de fixer le carbone. Donc ici, on a les applications dont je vous parlais. Donc ça peut servir pour automatiser la façon de construire. Ça sert comme technologie de carbon capture. Ça sert à la climatisation, à la construction écologique, à l'isolation des maisons, etc. Les cibles, ça peut concerner la gestion immobilière, les collectivités territoriales, les particuliers, l'industrie du bâtiment, la métropole. Donc, vous voyez, pour chaque solution, il y a tout un décryptage et une création de termes, en fait, qui au final, plus on rentre de solutions, plus on accrédite en fait le corpus sémantique qu'on est en train de créer. Donc chaque solution a un résumé. Toutes les solutions proviennent de sources ouvertes, donc qui sont aussi répertoriées. Donc c'est pas seulement le portail qui dit que cette solution est intéressante. À chaque fois, il y a tout un background où en fait il y a toutes les informations qui sont disponibles. Alors, on ressort aussi les points clés, parce que pour comprendre une solution, des fois, il faut souligner effectivement en quoi elle est différente et en quoi elle est novatrice. Et aussi, il y a une analyse de ce que ça peut apporter en impact positif en ESG, donc environnement, social, gouvernance, etc. Et s'il y a des bénéfices financiers, ils peuvent être aussi répertoriés là. Il y a des infos qui tiennent plus du contexte, voilà. Le chanvre, donc on donne un éclairage sur ce que peut faire le chanvre dans la construction. On a des vidéos des gens qui, là en l'occurrence de la startup MatterUp, qui expliquent ce qui les a motivés, où ils en sont de leur process, de leur développement, etc. Et pour chaque notice également, on a, parce que l'important c'est d'ouvrir à chaque fois les perspectives, c'est vraiment un outil systémique en fait. Ça permet vraiment de montrer l'aspect, les effets fractales de chaque solution, mais aussi que pour chaque problématique, il peut y avoir différentes opportunités, différentes pistes. En l'occurrence, là, vous avez des sociétés qui font des solutions peut-être un peu différentes, mais qui sont analogues. Donc, ça ouvre encore le champ des possibles pour la personne qui interroge la base. Et ici, quand vous allez sur l'acteur, ça amène à une autre base qui permet de visualiser
la raison d'être, enfin, de la société en question, si elle est affiliée à des communautés d'action ou si elle a des certifications, son site internet, ses réseaux sociaux, ses partenaires, etc. Ici, on peut repartir sur sa solution et sur ce lien-là, on peut repartir sur des solutions analogues comme je viens de vous l'indiquer. Donc, en fait, systématiquement, vous avez des espaces utilisateurs. Donc, pour les gens qui rentrent pour consulter la base, à chaque fois, en fait, ils peuvent glaner comme ça des solutions et les capitaliser, ce qui leur permet ensuite de rentrer effectivement dans une réflexion plus globale et d'avoir ces briques qui leur permettent à leur tour, en fait, de se dire, en fait, si on cherche à se transformer, on peut s'inspirer de ce qui a déjà été fait. Et en fait, j'ai gardé tout en mémoire, en fait. Si je peux me permettre, il y a une question posée par Marielle. Oui. Voilà, donc comme ça, tu pourrais répondre en direct. Là, je viens d'expliquer, en fait, comment elles sont analysées. Est-ce que ça a répondu à… Marielle veut intervenir. Elles sont analysées dans le sens où, en fait, on met en avant tout ce qu'elles peuvent apporter et surtout, ça permet, en fait, plutôt que de… Moi, le constat que j'ai fait, c'est que dans les réseaux sociaux, enfin, dans tous les médias, on voit passer des solutions, etc., mais elles ne font que passer. Alors que là, elles sont gardées, elles sont capitalisées, elles sont indexées à des mots-clés, donc du coup, on peut les retrouver. Et en faisant cette analyse, cette collation d'informations, ça devient du savoir, en fait. Et ça devient un terreau où vraiment, plutôt que de se dire bah, ça nous dépasse, c'est pas possible, etc., c'est trop complexe, et ben on a des pistes concrètes, pragmatiques bah, de choses voilà, qui, quand on parle de l'économie circulaire, etc., c'est tout à fait étonnant voilà, de voir à partir d'un matériau donné ce que plein de gens font et de différents en fait. On voit une gamme de possibilités qui est incroyable en fait. Marielle te remercie pour la réponse. Il y a une question maintenant de Anne-Laure. Peut-on savoir qui analyse ces solutions? Le but là, c'est de créer, bien sûr, c'est de créer cet outil. Donc ça, déjà, il fallait créer cette base de données parce que, voilà, en soi, moi, je suis partie d'une feuille blanche hein, avec cette idée d'avoir au final un outil très pragmatique et très structuré parce que il y a aussi un thésaurus, etc., donc qui permet de créer des arborescences où on voit en fait les liens entre les différents termes, etc. Parce que c'est ça, rentrer dans la systémie, dans nos fonctionnements actuels, c'est pas courant en fait. On ne procède jamais comme ça. Or, c'est ça qu'il faut entrevoir et entreprendre désormais. Nathalie, excusez-moi, du coup, ma question était peut-être mal posée. La question, en fait, le propos derrière, c'est quelles garanties en fait peuvent nous apporter je ne sais pas qui, du coup, qui analyse ces solutions-là pour être sûr. Et non, mais là l'idée déjà, c'est au départ, c'est de rassembler l'information qui est dispersée de tous les côtés. Ok. Donc ça, c'est une première chose et c'est pas une mince affaire. Donc déjà de créer après cette base de données et de la rendre cohérente, c'est pas non plus une mince affaire. Donc c'est un travail de 18 mois que j'ai mené, hein, je dois dire. Et aujourd'hui, cet outil est appelé, c'est son karma, je dirais, à devenir totalement collaboratif. Et l'idée qu'on en a, c'est effectivement de rassembler une communauté d'experts après de toutes sortes de sujets et qui vont aussi voilà, apporter leur expertise, un regard différent. Et alors, ce que je n'ai pas dans cette notice-là, mais systématiquement, j'ai aussi un encart qui est contre-argument. Parce que quand on fait une collecte d'informations, on a des informations positives et des informations négatives. Donc, je recueille aussi des informations négatives parce que c'est l'idée, à chaque fois, c'est de nourrir un débat. Il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de solution gagnante comme ça dans l'absolu, parce que tout va se passer au niveau des territoires, en fait. Et en fonction des partenaires que vous avez sur votre territoire, vous allez avoir au niveau énergétique, par exemple, vous allez avoir des sources d'énergie qui vont être différentes, donc qui vont jouer sur la rentabilité de telle ou telle solution. Donc, c'est à chaque fois, à chaque organisation, de réfléchir à ces problématiques
mais avec ces solutions, ça montre des chemins du possible. On n'est pas face à quelque chose qui est complètement obscur. Au contraire, ça ouvre des voies, et si d'autres l'ont fait, on peut aussi le faire. Donc, pour répondre à la question, je dirais, c'est un travail complètement innovant, en fait. Hein. C'est un outil qui n'existait pas. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure, en quelque sorte, parce que pour moi, c'est la seule façon, en fait, de pouvoir rentrer dans la systémie. Parce que tout le monde en parle, mais concrètement, là, il y avait encore aujourd'hui, d'ailleurs, je vois que tu l'as vu, Jacques Attali qui disait, mais comment se fait-il, avec tous les ingénieurs, tous les créateurs, toutes les universités, etc., on a des milliers d'idées de partout, etc., plutôt que de sombrer sur des discours négatifs, où effectivement, on voit qu'on est au pied d'un mur complètement vertigineux, mais mettons en avant aussi le positif, la créativité, et puis le fait de fédérer ces forces-là. L'intelligence collective. Et l'intelligence collective. Et ça, c'est un outil, enfin, moi, l'idée, c'est d'apporter ça en terreau pour que les gens, on n'est pas dans des discours, on est vraiment avec des briques avec lesquelles on peut construire des choses et rassembler toutes les énergies et fédérer. Parce que face à toutes ces exponentielles, on n'a plus le temps. Et il nous faut donc des outils qui nous permettent aussi de décupler la créativité humaine. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci Nathalie. Mais encore une fois, alors il n'y a rien de parfait. On est dans le monde où on est aujourd'hui, tout le monde. Alors je vais revenir à ma présentation, si vous permettez. Alors donc là, il y a plein de solutions. Hein, donc on peut passer des heures sur la base de données. Il y a pas elle est totalement opérationnelle. Bon, après, il faut l'améliorer en termes de design UX, etc. Mais aujourd'hui, pour accompagner une entreprise, on a tout à fait, voilà, elle est tout à fait opérationnelle et elle peut donner ce boost. Parce que pour moi, c'est à la fois un révélateur et un catalyseur. Mais dans le genre, il y a des gens qui s'y sont lancés, des pionniers qui ont déjà 25 ans d'expérience. Là, il y en a un qui s'appelle Interface, que certains d'entre vous doivent connaître, qui lui partait d'un domaine quand même qui n'était pas favorable au départ, puisque c'est un fabricant de moquettes. C'est un Américain, c'est une grosse entreprise américaine. Et il y a 25 ans, le dirigeant s'est vraiment posé la question, dire, attends, quelqu'un lui a demandé, en fait, mais qu'est-ce que tu fais pour l'écologie? Ça devait être sans doute quelque temps après tous les travaux de Midos, etc. Et il s'est dit, mais en fait, je ne fais rien. Donc, il a mis prendre le bas de combat, etc. Et il a fait appel à des biologistes, en fait, pour essayer d'avoir des nouvelles idées, en fait, parce que l'idée, c'est de brasser des disciplines très différentes. Et concernant la moquette, ils se sont dit, inspirons-nous de la nature, ça a l'air tout bête, mais en fait, aujourd'hui, ces gens, plutôt que de vendre des rouleaux de moquettes, ils vendent des dalles de moquettes. Parce que une des premières démarches qu'ils ont eues avec ces biologistes, c'est de dire, allez donc en forêt, vous voyez comment les sols sont composés en forêt. En forêt, c'est des amas de feuilles, tout est disparate, mais ça dégage quand même une harmonie. Donc, vous pouvez faire la même chose avec les moquettes. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, aujourd'hui, en fait, ils ont des moquettes qui ne sont pas du tout uniformes, qui sont très hétérogènes, mais ils créent des atmosphères harmonieuses. Et par eux-mêmes, ils ont créé des filières. Par exemple, ils se sont mis à utiliser des déchets de pare-brise de voitures qu'ils recyclaient dans leurs moquettes. Toutes leurs moquettes, ils ont mis en place des filières, c'est-à-dire que dès que la moquette est en fin de vie, ils la récupèrent et ils la recyclent. Il faut envisager vraiment des choses qui peuvent paraître au départ incroyables, mais elles peuvent avoir une certaine vérité, une certaine efficacité au final. Un changement d'esprit est absolument nécessaire et peut tout changer, c'est-à-dire qu'il faut associer le maximum de gens, parce que dans la diversité, on crée vraiment encore plus de créativité. Chaque vision requiert un plan, et je vous expliquerai un peu plus tard, parce que ça, c'est une nécessité, parce qu'effectivement, quand on part trop dans la créativité, ça foisonne, etc. Et il faut faire ça autour d'un cadre. Prenez une approche circulaire, parce qu'effectivement, eux, leur business, il y a une nécessité d'inclusivité, on a besoin de tous. Et un mauvais virage, ne pas avoir peur de l'erreur, en fait. Parce qu'une erreur, on parle de sérendipité, etc., c'est au travers de l'erreur que souvent on trouve des inventions incroyables. Donc, il faut accepter de faire des erreurs ou qu'on arrive dans une impasse à un moment donné, mais que cette impasse, finalement, va nous servir pour un autre résultat un peu plus tard.
il y a une nécessité de transparence. Et l'idée, c'est effectivement ce que je disais un peu plus tôt, c'est de générer de la propagation. Il faut disséminer, il faut lancer les vagues, en fait. Et à chaque fois qu'on a un résultat, ne jamais s'en satisfaire et remonter la barre. Voilà. Et aujourd'hui, Interface, ils sont encore un step plus loin, puisqu'en fait, désormais, ils ont un programme qui s'appelle Carbon Back. Et ce qu'ils veulent maintenant, c'est introduire du carbone, piéger du carbone dans leur moquette. Et pour ça, par exemple, au niveau de leur colle, etc., ils ne travaillent qu'avec des colles biosourcées. Et même incorporer des résidus de bois dans leur dalle de moquette. Donc, vous comprenez que c'est un changement complet de paradigme, et pourtant pour des gens qui, au départ, étaient à 100% dépendants de la pétrochimie. Donc, c'est tout à fait possible. Parce que c'est bien de remontrer les résultats qu'ils ont obtenus. Évidemment, ça a pris du temps et ça a pris de l'investissement. Ah oui, absolument, oui. Et donc, absolument, oui, tu as raison. Et donc, effectivement, tout ça ne se fait pas en un jour. Il y a aussi une notion de temps long qui doit se mettre en place. Et eux, leur constat, c'est qu'effectivement, au départ, ils étaient pionniers. En plus, il n'y avait personne qui était l'économie circulaire, ça n'existait pas. Donc, dès la 4e année, ils ont quand même vu que, du coup, ils ont dégagé une meilleure image, etc., de leurs produits. Donc, leurs ventes ont augmenté. Première cyclée. Et en fait, leur profitabilité est venue de là, en fait. Donc, c'est un changement. Je ne sais plus qui disait encore, là, pas très longtemps, oui, on peut travailler sur de nouvelles technologies, de nouveaux process, et on a ça dans la base. Mais ça ne suffit pas. C'est surtout un changement de business model. C'est une autre façon d'envisager la production, de la conception des produits profonds. Et donc, et pour ça, il faut effectivement se mettre à travailler avec ces parties prenantes, etc., et se donner une vision, parce que avec les ODD est née aussi la notion de se construire un agenda 2030. L'agenda 2030, c'est demain. Hein. Et donc, toute notre méthodologie, notre démarche, c'est d'engager l'entreprise à rentrer dans la contribution aux ODD, des plans d'atténuation d'impact, d'adaptation au dérèglement climatique qui va s'imposer de toute façon, parce qu'il y a des activités. Là, hier, j'étais dans une conférence où on disait qu'en fait, ils avaient une carte et ils montraient une usine de BASF qui a été arrêtée cet été du fait du niveau très très bas du Rhin. Il y a tout le problème de pénurie des microprocesseurs qui sont liés à des sécheresses intenses qui ont lieu à Taïwan. Donc, on ne peut pas ignorer ça. Je veux dire, donc, désormais, il faut faire ce qu'on appelle l'analyse de double matérialité, c'est-à-dire voir en quoi le dérèglement climatique va affecter son organisation, mais aussi son process tel qu'il est aujourd'hui, son niveau de carbonation avec la logistique trop lourde, etc., peut occasionner sur l'environnement. Et aujourd'hui, tout ça, il y a des outils, etc. On parle de science-based target, etc. Donc, il nous faut des indicateurs. Donc, quand Interface dit toute vision mérite un plan, il faut absolument, effectivement, encadrer tout ça, mettre en place des choses qui se mesurent et suivre les évolutions. Et tout ça, parce qu'en fait, il y a une nécessité absolue d'établir et de justifier de sa performance globale. Parce que d'abord, pour satisfaire ses clients, etc., mais aussi, et de plus en plus, ses partenaires financiers. Parce qu'on voit, là, il y a la taxonomie européenne, on parle du règlement CSRD, etc. Bon, c'est des acronymes, c'est jargon, mais tout ça vient poser des contraintes de plus en plus féroces, je dirais quelque part, à toutes les entreprises. Là, il y a un reporting RSE qui va devenir obligatoire, qu'il est déjà pour les entreprises de plus de 500 personnes, mais qui va le devenir pour les entreprises de 250 personnes, mais ça va être étendu à toutes, parce que dès que les acteurs auront cette nécessité de reporting, etc., les gros vont demander aux petits d'avoir exactement le même type de reporting. Donc, en fait, le portail, il est au cœur de cette méthodologie d'accompagnement des organisations, et il intervient à tous les niveaux. Donc, il intervient au niveau ici de la définition des priorités des enjeux globaux liés aux ODD avec les parties prenantes, etc. Il met en jeu les écosystèmes collaboratifs. Il permet
de booster une innovation à 360 degrés pour co-construire en fait des plans d'atténuation, élaborer des solutions innovantes, etc. Et puis permettre de lancer voilà, un premier niveau de stratégie, disant voilà, on va fixer des priorités sur telles actions, et puis après de les mettre en œuvre, et puis de les suivre par un plan de check act, enfin, assez standard, hein, d'amélioration continue. Et à chaque fois, voilà, de mener l'action de façon systémique pour montrer qu'effectivement, on ne fait pas que traiter ces enjeux, on traite aussi les enjeux de son territoire, de ses parties prenantes, etc. De le mesurer et de suivre les évolutions. Et donc, une fois qu'on a ça, et ben on peut bâtir son agenda 2030, qui est effectivement la projection dans la décennie, enfin, déjà en 2022, hein, donc il ne reste plus que. Mais dire voilà, les nombres d'actions que je vais mener, je vais faire un bilan carbone, enfin, là, ces données, c'est fictif, hein, et c'est un peu toutes les thématiques dont doivent se saisir toutes les entreprises, au même titre que la France, qui s'appelle la stratégie France 2030, donc a défini un plan d'investissement, tout ce qui est hydrogène, etc. Voilà. Donc c'est chacun, et tout est lié, parce que là, sur certaines solutions, c'est marqué effectivement se doter de NR, hydrogène vert, solaire, biomasse, géothermie, nucléaire, etc. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Il faut voir sur son territoire quels sont les acteurs avec lesquels on peut nouer des alliances. Le dernier slide, enfin, ce n'est pas le dernier, il y en a encore un derrière. Donc, c'est vraiment une transformation extrêmement complexe, on ne le nie pas, hein, mais qui est amenée maintenant tambour battant. Parce que 2030, c'est demain, les températures ne cessent d'augmenter, la biodiversité, on sait qu'elle périclite à une vitesse phénoménale, les contaminations plastiques, je ne sais pas si vous avez vu là, mais il y a une dernière étude qui vient de sortir, on trouve désormais des microplastiques dans du lait maternel. Voilà. Bon, donc, enfin, il y en a de tous les côtés de ce genre d'informations, hein. Donc, il faut faire vraiment un changement de culture et de gouvernance de l'entreprise. C'est incontournable. Donc, même s'il y a beaucoup de réticences et qu'aujourd'hui tout semble bloqué, les exemples montrent de tous ces pionniers que c'est possible en fait et que ça permet de redégager des marges de manœuvre. Mais ça passe par la mise en place de nouveaux business models, des canaux de vente complètement différents, parce qu'il faut passer plus de la notion d'usage contre celle de propriété, en fait. Donc, tout ce qui est économie de la fonctionnalité, alors, ce qui permet aussi la base de données, c'est-à-dire que tester de nouveaux business models, économie de la fonctionnalité, économie du partage. Moi, pareil, au départ, je me dis, mais de quoi il s'agit, de quoi on parle? Et on ne les comprend que quand on a vraiment des illustrations, en fait. Dire à quoi ça correspond réellement une économie de la fonctionnalité? L'économie de la fonctionnalité, c'est plus vendre un produit, c'est plutôt le louer, notamment. Voilà. Comme Michelin, qui ne vend plus un pneu pour un pneu, mais avant un service de pneu qui doit durer un certain temps. Voilà. Et donc, du coup, ça a des avantages incroyables parce que du coup, ça permet de retravailler le produit de façon très qualitative, parce que qui dit qualitatif dit qu'il va être fait pour durer. Donc, déploiement d'une stratégie long terme, ça, je pense que vous l'avez compris. Mise en place d'une logistique low carbone, bien sûr, parce que bon, il faut réduire le carbone, mais pas que. Et pour collecter les produits, donc on va travailler avec une mobilité beaucoup plus douce, faire en sorte qu'effectivement on ait des points de relais plus importants, etc. Plus de mobilité aussi électrique, avec, je ne sais pas si vous avez vu dans plein de villes, moi j'ai vu ça à Lyon, des vélos cargo pour tout ce qui est la logistique du dernier kilomètre. Enfin, des exemples, il y en a pléthore. Hein, donc, et du coup, on parle, il y a les 4 R ici, remove, réduire, éliminer, reduce, réduire, reuse, donc réutiliser, et puis recycler pour le 4e. Mais donc, qui dit reuse ou recycler, ça veut dire qu'il va falloir faire des produits qui sont réparables. Et pour faire des produits réparables, il faut adapter nos process, c'est-à-dire récupérer les produits endommagés ou usagés pour les remettre en état. C'est complètement une autre philosophie de production. Et puis, bien entendu, tout ça passe par une éthique aussi qui est à refonder. Quand on parle d'achat responsable, des matières premières, mais en privilégiant les circuits courts, toujours la notion de territoire, parce qu'en fait, là, on reparle de relocalisation, etc. Mais tout va se passer par effectivement les territoires et refonder en fait les savoir-faire des territoires, retrouver des marges de manœuvre au niveau des collectivités territoriales et
Et il y a des exemples incroyables, il y a des expériences qui ont lieu en ce moment et dont on ne parle pas. Et donc, bien entendu, les circuits courts, réusage, recyclage. Alors, pour vous dire, donc, le discours que je tiens, il passe, enfin, tout le monde s'en sert aujourd'hui, parce que là, voilà, ça a été édité sur BFM TV, vous reconnaissez un peu les couleurs de BFM TV, suite à une enquête qui a été menée par un institut de l'entreprise, après les autres acronymes, je les cite PwC, oui, bien sûr, donc, et qui parle de désiloter l'entreprise. Voilà. Collaboration entre les fonctions, gouvernance moins pyramidale, ancrage dans les territoires. Enfin, voilà, je répète ce que j'ai déjà dit, mais voilà, c'est une autre source. L'entreprise qui endosse un rôle plus politique, trouver son utilité, une contribution pour établir un cadre commun, adoption de nouveaux indicateurs qui rendent compte de tous ces impacts. Donc la notion impérative de travailler de façon normée. Enfin, normée. On suit l'évolution des choses. Et enfin, pour terminer d'une façon peut-être un peu plus philosophique, je dirais que tout ça, c'est un terme un peu scientifique dont j'ai été chercher la définition sur Wikipédia. Donc l'autopoèse, en fait, c'est vraiment, pour revenir à l'étymologie, donc du grec auto, soi-même, et poésis, production, création. Et c'est la propriété d'un système de se reproduire lui-même en permanence et en interaction avec son environnement, et ainsi de maintenir son organisation malgré son changement de composants et d'informations. Et c'est un concept, bien entendu, qui vise à définir l'être vivant, bien entendu, hein, et qui s'applique dans de nombreux domaines des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, des neurosciences, la sociologie, etc. Donc, la base de données Act for Global Impact présente une solution avec des acteurs qui se démultiplient, etc. Et ces acteurs ont des partenaires qui se démultiplient aussi. Et on est donc dans un phénomène complètement de biologie et de systémie. C'est la vie même, en fait. Hein. Et là, je reprends la formule de Lipton, un célèbre biologiste. Nous sommes faits de cette coopération. Sans elle, il n'y a pas de vie. Donc, alors eh ben, vous aussi devenez contributeurs, acteurs, partenaires et créez et partagez des solutions. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Des questions peut-être. Ça te attend, mais bon. Ah, maintenant, j'attends plein de questions. Merci, merci. Voilà. La dernière diapo en montrant que. Ah, pardon, oui. Ah oui, non, c'est vrai. Voilà. L'île de Pâques a su changer en mettant une oreille de lapin. Ça tue. Alors. Donc, il y a un merci de Marc, de Pelletier. Je dois vous laisser, mais merci beaucoup pour cette présentation intéressante. Ah ben voilà. Très bien, ben merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Voilà, Marianne. C'était intéressant. Bonne question. Oui. Alors, si tout le monde peut s'inscrire, son expérience comme moi sur la fiabilité. Là. Alors là, l'idée désormais, on est en train de nous aussi, je parlais de prendre une bonne solution et de la monter à l'échelle, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. On est en train de se structurer, etc., de trouver des partenaires, etc. Et l'idée, c'est de créer une communauté, justement, ce que je disais tout à l'heure, de s'allier avec des experts qui, sur un domaine, voilà, chacun avec son niveau son domaine de spécialité, va pouvoir porter un jugement, et ça passera au niveau d'un comité de lecture et cette liste critique qui est l'épine dorsale hein, de ce travail. Le son est coupé. Merci. Maintenant, on vous réentend, mais il y a eu un passage où on ne vous entendait pas. Ah bon, je vais répéter. Merci. Donc je disais donc que, bien entendu, nous sommes en train aussi de passer à l'échelle, de rendre cet outil vraiment collaboratif. Alors, si vous allez voir sur le site, le premier niveau, il y a un formulaire, voilà, vous pouvez soumettre une solution, etc. Et après, l'idée, c'est d'avoir une équipe voilà, qui recense ces solutions, de retravailler toute la partie veille des solutions qui seraient proposées,
et de faire appel à des communautés, à une communauté d'experts qui permettrait d'avoir vraiment un esprit supracritique, encore plus que ce qui est déjà là. Et en croisant toutes les infos, finalement, on arrive, alors c'est jamais parfait, hein, je veux dire, mais déjà en intégrant les contre-arguments, par exemple, j'ai des choses sur l'aviation, etc., avec plein de contre-arguments, bien entendu, etc., mais c'est justement de partager tout ça, en fait, de partager ces contre-arguments. Même chose au niveau de l'annuaire des entreprises, parce qu'une idée en apporte une autre, hein, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des grands groupes, il y a toutes sortes d'entités, là, des PME, des centres de recherche, etc. Et notamment au niveau des grands groupes. Par exemple, j'ai cité Total, on me dit, mais pourquoi vous mettez Total c'est quand même le plus gros pollueur qu'on ait jamais connu, etc. Je dis oui, peut-être. Et j'ai des contre-arguments, je reprends effectivement des côtés de Total qui sont pas terrible, on va dire, mais par contre, Total fait des choses très positives, s'associe à des startups, etc., se développe aussi dans les énergies renouvelables, etc. Et donc, ça, c'est pas visible, en fait. Parce que personne n'est parfait. Là, je veux dire, là, la solution que je vous propose, elle n'est pas parfaite, elle est en construction. Et on est tous dans un monde en construction. Donc, il ne faut pas espérer avoir quelque chose qui est comme ça, nickel chrome. Et c'est à tous de mener cette tâche qui est titanesque, hein. Mais c'est en étant à plusieurs et chacun, c'est une mosaïque. En fait, moi, à la base, comme je la vois, et ce qui m'a fasciné, en fait, c'est une mosaïque. C'est-à-dire que chaque solution est comme un pixel, en fait. Alors, le pixel, il n'est pas parfait, mais au final, il crée un tableau global. Un grand merci pour cet immense travail, Nathalie. Merci, Tanguy. Merci beaucoup. Mais ce travail, désormais, il faut que ça devienne un travail d'équipe. Voilà. C'est ça, c'est la seule façon d'en tirer profit. Et surtout d'en faire un vrai élément déclencheur et de montrer que c'est possible. Et de ne pas sombrer dans le nihilisme, quoi, parce que je veux dire, c'est vrai que quand on écoute les informations, c'est pas toujours réjouissant. Et il faut, je veux dire, pour baisser. Nathalie, sur les 700 solutions dans cette base de données, Oui. donc il y a une fiche, une notice qui résume un peu les solutions avec des liens des sources bibliographiques. Oui. Et l'analyse critique, en fait, dessus, c'est fait par un être humain ou... Pour l'instant, oui. Les 700 solutions ont été analysées par toi. Ouais. Et par ton... Nous, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est même pas nous, c'est ça. C'est ça. Mais avec l'idée qu'il faut. Alors après, dans le développement de l'outil, il y a aussi à mettre en place des phénomènes de veille plus automatiques par des algorithmes, des choses comme ça. Mais en amont, c'est-à-dire pour aller recueillir en fait l'information, etc. Mais c'est comme ça que je le vois, hein, se faire un réservoir. Mais après, pour moi, c'est incontournable que ce soit des humains qui fassent la part des choses, et même qu'ils soient dans les comités là, qu'on envisage, etc., qu'il y ait des gens qui aient des avis divergents. Pour qualifier. Absolument. Ce n'est pas les algorithmes qui vont qualifier. Non. On veut surtout pas ça. Donc après, en fait, on peut imaginer un système de labellisation des solutions aussi, avec... moi, je n'irais pas jusque-là, en fait, parce que c'est un autre métier, je dirais. Et l'idée, c'est pas l'idée, c'est de montrer les possibles avec un cadre, effectivement, d'analyse critique, etc. Mais c'est pas de donner une certification, parce que c'est plus un terreau, en fait, pour moi. C'est-à-dire de montrer qu'effectivement, il y a des choses qui sont viables. De toute façon, elles vont être viables par elles-mêmes, puisqu'il suffira d'aller interroger les sources, il suffira d'aller interroger les acteurs, dire vraiment, vous avez réussi ça, montrez-moi vos chiffres, etc. Ça marche vraiment, etc. Et puis, ce qu'on envisage aussi, c'est de développer effectivement tout un aspect de webinaire sur à la fois des gens qui expliquent ce qu'ils font, mais aussi des potentiels clients, et j'en ai déjà dans la base, des gens qui se croisent, en fait, ils disent tiens, j'utilise les services d'un tel. Donc, qui est en capacité de témoigner de
l'efficacité de telle ou telle démarche, de telle ou telle solution. Mais encore une fois, là, le travail, je ne sais pas si vous imaginez la somme que ça représente. Mais maintenant, il faut, enfin, c'est juste pour montrer la voie et que quand, encore une fois, je reprends Attali qui dit, mais qu'est-ce que font tous les ingénieurs et les machins il faut des outils de partage. C'est une évidence. Pour moi, c'est la partie méthodologie, bien sûr, mais le cadre est créé et la méthode, elle est là. Et la base, elle existe. Donc, tu as parlé des contributeurs possibles pour la base, hein, pour alimenter la base, mais tes clients, ils sont, enfin, c'est qui en fait Les clients, ce sont acteurs, hein, est-ce que ce sont… Après, les personnes et les gens qui interagissent, on peut facilement envisager qu'il y a des gens qui vont vouloir être dans la base, même des grands groupes, pour montrer, mettre en évidence ce qu'elles font de bien, alors qu'elles sont souvent sous le feu de critiques. Et puis, d'autre part, des mises en relation. C'est-à-dire que telle solution, en fait, on va mettre les gens en relation les uns avec les autres. Dans un cadre où, effectivement, il y aura en plus des experts qui vont pouvoir répondre à des questions spécifiques, parce que forcément, il y en aura. Salut. Est-ce que vous avez bien les clés pour venir les choses qu'il faut? Merci, merci. Bon, ça, on a. Donc, de structure, parce que la famille c'est seul, maintenant nous sommes deux, et 1 + 1 fait plus que 2. Ça fait beaucoup plus que 2. En systémie, oui. Ouais. Bon, donc, en arithmétique, ça fait normalement 2. Ah bon, quand on se marie, qu'on a des enfants, 1 + 1, ça peut faire 7. On est long. Et donc, on a 3 cibles, on a 3 grosses cibles. Je ne sais pas si c'est entendu. Oui, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut passer Je suis. Oui, rapproche-toi, là, parce que du coup. Non, on ne va pas t'entendre. Non, je compris, je vais rester debout. Non, mais attends, pourquoi. Voilà, c'est mieux comme ça, oui. Donc, nos cibles, il y a la 1 et la 1 bis qui sont, on va dire, les PME, PMI et les ETI. Ça, considérant que les grands groupes ont des compétences et des ressources à la fois financières et humaines qui leur permettent de mettre en place cette systémie, cette RSE, en déclinant les ODD et les sous-ODD. Donc, on s'adresse plutôt à un monde industriel dans les ETI et PME, PMI que à un monde de commerce ou de services. Mais ça n'empêche que ça peut être aussi à comprendre très vite qui est en fait elle a la même importance en termes de priorité, c'est d'apporter de la formation aux écoles d'ingénieurs et de commerce ou aux universités. On ne se limite pas aux grandes écoles ou à la française, c'est ce que je veux dire par là. C'est participer à la formation de nos chères petites têtes blondes qui sont plus ou moins jeunes, mais qui ont déjà intégré le 3e cycle, en fait. Ils ont eu leur bac, ils ont eu leur licence, ils sont peut-être en master 2 ou en master 1, et ils ont intégré Centrale, c'est Marseille ou c'est d'autres écoles de Centrale, ça peut être l'X, peu importe, pour que ça infuse et que, évidemment, quand ils rentrent dans le monde du travail, ils soient déjà dans la systémie que nous souhaitons qu'elle se mette en place. Donc ça, c'est la 2e cible qui est aussi importante. Et à la limite, je dirais même qu'elle est plus importante encore que les ETI et PME, PMI auxquels on s'adresse. Bon, enfin, il faut bien vivre et il faut bien que nous vendions nos services. Donc, la formation, c'est une chose et la vente de conseils et de services aux entreprises en est une autre. Et le général, c'est pas la même chose que de convaincre une PME, PMI, ce qui est déjà pas simple. Convaincre Centrale de mettre en place un programme de formation à la RSE au sein de, et peut-être même une spécialisation au sein du cursus, je pense que c'est beaucoup plus simple de convaincre Centrale que d'aller convaincre le département des Hauts-de-Seine de mettre en place un tel. Bon, enfin, après, la logique publique, je ne nie pas qu'il ne faut pas
je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de pouvoir public. Au contraire, ils sont acteurs. Mais on n'est que deux, alors on se structure, on va être plus que deux bientôt, sachant qu'on va revenir peut-être à une des questions que Marielle avait posées, c'est évidemment recueillir les données et faire vivre la base. À deux, on ne peut pas. Donc l'algorithmie de recherche de la donnée, ok, ça c'est bien, mais après la critiquer, la qualifier, la cribler, c'est une autre chose. Donc on va faire appel bientôt, et notre but, c'est d'avoir un alternant qui vient d'une école d'ingénieur. Alors évidemment, si c'est central, pourquoi pas. Hein, si c'est central, Marseille, je pense que vous serez heureux que ça le soit. Moi aussi, d'ailleurs. Hein, mais et puis un alternant d'une école de commerce. Bon, il se trouve que j'ai un double cursus, c'est école de commerce et école d'ingénieur, mais peu importe si c'est HEC ou ESSEC, bon, pourquoi pas, mais ça peut être une autre. La problématique n'est pas de viser que l'excellence et que les 10 grandes meilleures écoles d'ingénieurs de France et de Navarre, ou les 10 grandes meilleures écoles de commerce de France et de Navarre. Et de proche en proche, c'est de pouvoir diffuser cette systémie, en fait. Voilà. Et je pense que quand on aura déjà fait ça, s'attaquer peut-être aux institutionnels, associatifs, syndicats et tout ce que ça peut se comporter, on verra, mais ce sera peut-être dans l'échelle, pas agenda 2030, mais 2050. Et on sera peut-être pas là pour le voir. Même si on est jeune, on a encore quand même plus de 50 ans. Et donc, 2050, ça commence à faire une échelle. Bon, j'espère qu'on sera encore vivant pour le voir et que le monde dans lequel nous vivrons sera un peu meilleur. Voilà ce que je voulais dire. Merci bien. Et est-ce que vous avez bien commencé avec projet l'école? Alors, il semblerait que oui, quand même. Oui, pour ce qui me concerne, et puis pour ce qui me concerne, oui, je suis en train de négocier avec l'aspect de la formation commerciale pour je sais pas, là, finalement, oui, c'est bien. Oui, là. Finis ton propos. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons avec vous. Ce soir, je sais que Nathalie m'avait dit qu'il y avait un repas auquel je ne pourrais pas assister, mais en fait, je continue, je m'attaque plus à l'aspect prospectif client. Et Nathalie, enfin, vous l'avez compris, le binôme fait que je m'occupe plus de l'aspect commercial et marketing de notre entreprise, et Nathalie plus de l'aspect, on va dire, scientifique de la chose. Mais et je poursuis ce soir en rencontrant des gens qui peuvent être des futurs investisseurs qui sont Centrale Supélec. Bon, donc c'est toujours central, mais enfin, peu importe. Il se trouve qu'il faut utiliser son réseau aussi. Hein, voilà. C'est vraiment, je vais rebondir là-dessus parce que du coup, si vous rencontrez ce soir Supélec, évidemment, on va quelque chose avec Centrale Marseille. C'est vraiment obligatoire. C'est vraiment obligatoire. Ça me paraît évident. Trêve de plaisanterie, Enfin, c'est que je ne sais pas ce que vous en pensez là. Il y a déjà dans son cursus, Centrale Marseille, déjà dans ce cursus, c'est problématique des développements général. Il y a des enseignants à Centrale Marseille qui sont très sensibilisés à ça. En première année, en deuxième année, il y a des choses concrètes qui se font. Par exemple, là, il y a une semaine de mini-COP, on appelle, pendant une semaine, les étudiants sont sensibilisés à l'écologie et aux problématiques de développement durable. Et donc, je pense que c'est particulièrement adapté à, premièrement, une présentation, je crois, à l'école, et deuxièmement, voir si vous pouvez aller plus loin, hein, même en termes de formation, d'enseignement. C'est un des objets il faut prendre contact avec son Marseille, oui, bien sûr. Surtout si vous avez en plus une première expérience avec son équipe, on peut en plus les motiver. Voilà. Merci, donc je pense que c'était vraiment intéressant de vous entendre. Moi, c'est ton prénom, Arnaud. Vous êtes plein de passion. Vous avez fait partager cette passion. Et surtout, on a bien compris qu'on a mis le travail que vous avez réalisé, et encore amplifié sur un monde de collaboration sur les collaborateurs. Voilà, donc si vous êtes d'accord, on va conclure cette merci.
pour l'invitation et puis merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Et merci à tout le monde pour votre écoute et les questions, parce que l'idée, c'est effectivement d'avoir des regards différents et d'échanger. Vous avez compris, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir.